Et si je suis, moi, gouvernement, responsable du maintien de l'ordre public, maintien de l'ordre public, ça veut dire que... ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de bande de casseurs qui arrivent sur la place et qui, soit au nom de Dieu, soit au nom du prolétariat, soit au nom de truc, frappent, blessent et tuent des citoyens. Est-ce que je vais leur dire, monsieur, au fond, je ne suis pas sûr que vous ayez tort. Je ne suis pas sûr que vous ayez tort, au fond. C'est vrai que Dieu nous a peut-être donné des commandements qui stipulent que la femme est définitivement intérieure aux hommes et que les incroyants n'ont pas le droit de vivre. C'est une hypothèse. Rationnellement, c'est vrai. La thèse de l'existence de Dieu n'est pas falsifiable, mais la thèse de la non-existence de Dieu n'est pas falsifiable non plus. Donc, à un moment donné, si vous voulez, je vois une sorte de hiatus tragique entre votre fondement éthique de la démocratie sur le thème errare humanum est, vous comme moi. Mais à un moment donné, je suis bien forcé de faire de ma conviction, dès lors qu'elle est relativement consensuelle, c'est-à-dire démocratiquement affirmée, je suis bien forcé d'en faire un critère de décision qui ne peut être remis en question. Voilà. Mais en fait, vous avez vraiment fait le manifeste de la démocratie, et j'espère qu'il va être publié bientôt, soit dans un grand journal à la une, soit dans une plaquette que nous aurons plaisir à faire circuler. Je me tourne vers vous, madame, à faire circuler notamment dans les institutions culturelles françaises en Tunisie et surtout dans les institutions culturelles françaises en France. C'est à Claudie Pion, qui est là parmi nous, que je salue. Alors, Régis Debray, ce qui peut arriver de pire à une communauté fraternelle, c'est de ne pas avoir d'adversaire, au fond. Donc il faut, comme il faut un nous, il faut un nous, avec un eux, il faut un nous, avec un contre eux également. Il faut un adversaire, il faut quelque chose à quoi confronter son hypothèse et sa conviction. Oui, ça c'est une vérité désagréable. C'est une vérité désagréable, mais hélas, historiquement attesté, il n'y a pas de nous sans un eux. Et donc, pour faire un nous, il faut construire un eux. Ça s'appelle la construction de l'ennemi. Et nous ne sommes pas ces maîtres dans la construction de l'ennemi dans nos sociétés occidentales, grâce précisément à la maîtrise des médias et à cette sorte de réflexe manichéen que nous héritons de la religion. Voilà, donc tout ça fait que... Mais effectivement, pour faire un nous, c'est-à-dire pour faire une communauté, même une nation ou un collectif, ou même une équipe de football, il faut bien un adversaire. Et il faut qu'on pense très mal de cet adversaire. Et donc il faut qu'on fasse penser très mal de cet adversaire, donc qu'on fasse de la propagande, et donc qu'on dirige TF1. Voilà. Voilà, c'est une nécessité anthropologique. Tout ça n'est pas très optimiste, mais enfin, je tiens à remercier M. de Lagmani de son admirable, en plus dans un français digne de Montesquieu, tout ça est réjouissant. Alors, peut-être que pour la dernière, last but not least, dernière intervenante, professeur Kmar Bendena, spécialiste d'histoire contemporaine, peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas sur quel sujet précis, quelle composante de cette thématique tu as choisi de porter ton regard aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourrait terminer aussi en glissant vers la question du lien, puisque toujours pour articuler par rapport à ce qu'a construit comme vision et comme réflexion sur le thème
de la démocratie et du rapport à l'autre, ce qu'a construit Régis Debray. Finalement, est-ce que quand on est dans un pays où il y a de plus en plus de droits, est-ce qu'on s'enrichit en droits et en décrets? Est-ce qu'on ne devient pas paradoxalement et parallèlement de plus en plus pauvre en lien social? Moi, personnellement, c'est ma grande frayeur. C'est-à-dire, d'accord, avoir de plus en plus de décrets, de cadrage juridique, de normes sur lesquelles nous nous articulons, mais est-ce que finalement, est-ce que cet enrichissement, cette surjuridiction ou ce surdirectionnel pour rester dans le conducteur, qui est aussi un séducteur, est-ce qu'il ne nous appauvrit pas en lien social? Et est-ce qu'il ne nous fait pas perdre, avec nos convictions, est-ce qu'il ne nous fait pas perdre un peu cette fraternité culturelle qui nous sort du génétique, qui nous sort de la prison, de la nature, de la famille, de la fratrie, pour nous instaurer? Est-ce que ce n'est pas véritablement ça ce qu'il faut bâtir dans une constitution aussi? Voilà. Et je vous pose la question à laquelle vous êtes libre de répondre par des éléments que vous choisirez ou non, et je vous passe aussi la parole en vous remerciant de votre présence parmi nous. Ah oui, pardon. Je ne sais pas si je vais répondre très directement à ces questions, mais j'ai l'impression que ce que j'ai préparé répond un peu à tout, un petit peu, quoi. C'est-à-dire que moi, je vais m'intéresser au monde universitaire. Enfin, je vais parler du monde universitaire. Un peu pour ne pas être prise par le vertige des choses impossibles que nous sommes en train de vivre depuis 2011, en tout cas, que nous sommes en train de rêver et souvent d'être déçus aussi parce qu'on les a rêvés. J'ai envie d'être un peu plus, terre à terre, et précisément parce que pour moi, et je l'ai un peu, je réponds un peu à tout le monde, parce que pour moi, l'éthique, peut-être, c'est aussi l'action. Je pense que elle se voit dans l'action. Je veux dire, l'éthique, ce ne sont pas des principes, et elle se voit dans l'action. Et je pense que depuis 2011, précisément, nous sommes. Tu as parlé de beaucoup de droits. Semia, et moi je pense que depuis 2011 nous sommes en manque de devoirs aussi. Je pense que quand on relit notre constitution, nous n'avons qu'une liste de droits, mais ce sont des droits, quand on relit notre constitution, il faudra la relire dans 200, dans 300 ans, comme quelque chose de contre l'État autoritaire, et elle sonne véritablement comme quelque chose, comme une défense de droits envers l'État autoritaire. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est précisément les retombées de ça, ce que tu appelles toi du surdroit. J'espère que ça sera quand même un moment, mais il faudrait aussi qu'on pense un peu plus aux devoirs. C'est-à-dire notre prochaine constitution devra plus parler de devoirs aussi, par rapport à... Et c'est aussi pour cette idée un peu morale, après tout. Ce que je suis en train de dire, c'est quand même un principe moral. C'est à propos de ce principe moral du devoir que je voudrais parler de l'université. C'est-à-dire que nous avons des devoirs à l'université. Nous en avons beaucoup. Alors c'est vrai que nous vivons sous l'avalanche depuis 2011 et que la crise de l'université fait partie des innombrables crises que nous vivons dans le pays. Et on parle tout le temps de la réforme parce que c'est un mot un peu creux et vide et qu'on croit que c'est un mot d'avenir. En fait, je pense que c'est un mot qui n'est même pas un baume. Les meilleurs d'entre nous, les plus conscients d'entre nous, essaient de travailler dans la pédagogie ou sur le terrain avec les étudiants. Mais je pense que ce que nous vivons en tout cas à l'université, c'est aussi la mise à mal, voilà, de deux principes qui sont d'abord généraux, c'est la liberté et l'égalité. On n'en est pas encore à la fraternité. C'est-à-dire que ce que nous vivons, parmi les crises que nous vivons, la liberté, celle de l'égalité, c'est-à-dire de l'égalité des droits, et je pense aussi qu'on en est même à une égalité, ou en tout cas un déficit du mérite, je peux le dire, d'une certaine manière, en tout cas quelque chose qui n'est même pas encore la méritocratie. Je veux dire, on a beaucoup glosé sur l'université de Bourguiba en disant
que c'était l'université de la démocratie et que l'université de Ben Ali serait devenue autre chose. Moi, je pense qu'il y a quand même une continuité entre les deux moments historiques de l'université tunisienne. Je pense que l'université de Bourguiba s'est retrouvée devant un vide à remplir, peut-être, et une liberté de mouvement et une liberté d'accès, peut-être, et un appel à l'accès à l'alphabétisation et au savoir, et qu'avec Ben Ali, il ne faut pas oublier qu'avec Ben Ali, on était plus d'une génération après. Je veux dire, en tant qu'historien, il ne faut pas l'oublier, et qu'on était à 30 ans, peut-être, dans quelque chose qui s'est bouché parce que ce principe de liberté et d'égalité qui a pu être, après l'indépendance, appliqué pour l'accès à l'université, ne pouvait plus aussi l'être. Ce n'est pas du tout pour dédouaner le régime de Ben Ali, mais je pense qu'aussi, il s'est joué aussi quelque chose de cet ordre-là, et qui a enfreint ces deux principes sur lesquels on a démarré, avec l'université de l'indépendance, et qui n'ont pas pu marcher depuis 20 ou 25 ans, et nous récoltons aussi une partie des résultats. Donc voilà, ça c'était pour parler un peu de l'histoire, parce que c'est vrai que l'éthique, c'est aussi un produit de l'histoire, et nous ne devons pas nous aveugler sur les composantes de cette crise universitaire, pour laquelle on a évidemment plusieurs explications, à la fois la massification, bien sûr, elle vient de ce que j'ai dit tout à l'heure, une massification de l'enseignement supérieur qui est aussi un effet des générations, mais aussi un retrait de l'État, une avance de l'économie, ça aussi, qui y peut quelque chose à l'intérieur de l'université? Personne, mais il faut bien que nous réagissions, et parce que je suis avec Régis Debray, mais pas seulement, parce qu'il a dit vrai là-dessus, les nouvelles technologies, ça aussi, l'arrivée d'Internet à l'université et dans nos pratiques de travail, enseignants compris, change complètement les choses. Pour faire un peu résonance à ce qui a été dit, c'est vrai qu'il y a des conflits de toutes sortes. Tout à l'heure, vous avez dit, Régis Debray, que les conflits, c'est intéressant à étudier, mais à vivre, c'est fatigant. Et je pense que nous sommes dans plusieurs types de conflits. D'abord, les conflits dans l'organisation, parce que l'université, c'est une organisation, c'est même aujourd'hui. Alors, nous avons vécu ça à notre âge comme une administration. Ça pouvait être régi par des règles juridiques, par des pratiques, par des lois, etc. Mais nous nous apercevons aussi, mais ça a commencé avec Ben Ali, en tout cas en 2000, on a commencé à s'en apercevoir, en tout cas à le sentir, s'apercevoir c'est un grand mot, que c'était aussi une entreprise. Et c'est ça qui se passe aussi. Je veux dire, l'université est devenue une entreprise. Ce dont on n'avait pas conscience. Peut-être aussi sous Bourguiba, parce qu'on était jeunes, d'accord, on était étudiants avec ça, et après, et donc il y a une crise un peu dans l'organisation de l'université, et nous ne devons pas l'oublier. Il y a une crise aussi au niveau d'un autre cercle de constitution de l'université, c'est l'institution elle-même. C'est-à-dire que l'institution elle-même, nous avons des tâches à remplir. L'université doit produire de la connaissance, développer l'esprit critique, diffuser le savoir. Enfin, tout ça, c'est quand même immense ce qu'elle a à faire. Mais voilà, c'est pour ça que je pense qu'elle a un devoir quand même. C'est-à-dire que la question de la responsabilité de l'université aujourd'hui, avec tous ces problèmes-là qui se font, se pose devant nous de manière assez crue. Et puis, je voudrais parler du troisième cercle. Le mot a circulé entre vous quatre depuis tout à l'heure, c'est comment faire communauté. C'est-à-dire comment faire communauté universitaire. Pas un nous avec un d'inimitié, pas du tout, c'est pas ça. Mais nous en sommes en Tunisie, nous en sommes à se demander qui nous sommes, nous, en tant qu'universitaires. Ce n'est pas du tout c'est pas une crise existentielle, c'est qu'il faut bien construire quelque chose. Il nous faut bien construire une communauté universitaire, et il faut l'avouer. A-t-on une communauté universitaire en Tunisie? Moi, je la pose la question à mes collègues. Et quels sont nos rapports avec d'autres communautés? À commencer par les communautés maghrébines, c'est-à-dire la communauté algérienne, la communauté marocaine, nous ne parlons pas de la communauté libyenne, etc., et même la communauté française, avec lesquelles nous avons quand même des liens extrêmement forts de formation, de filiation, d'influence, de tout ce qu'on veut. Et pour moi, je pense, puisque toi tu as parlé de liens, pour moi, un des soucis de l'université, c'est bien de constituer ces liens-là, parce que moi je suis pas, on n'en est pas encore vraiment je ne suis pas angélique, et je n'essaye pas mais il y a aussi un minimum de liens entre nous, de droits et de devoirs, pour remplir la tâche
qui nous incombe, bien sûr, qui incombe à la communauté scientifique tunisienne de produire, de transmettre et de diffuser la connaissance. Ce qui fait que, avant de faire peuple, ou pour savoir qui nous sommes, comme une démocratie, on doit se définir comment nous sommes en tant que communauté, qui nous sommes, et qu'est-ce que nous faisons, et qu'est-ce que nous devons faire, et qu'est-ce que nous avons à faire comme communauté scientifique. Alors nous avons quelques acquis, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Nous avons un article 33 de la Constitution qui garantit, encore une fois, il n'y a que les droits, qui garantit la liberté de manière un peu... les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties. Il est très court, cet article. L'État fournit les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique. Il n'y a que l'État en face. Et nous alors, qui on est? Je veux dire, nous n'avons que l'État en face. Et ça ne suffit pas, je veux dire, une université ne peut pas se construire qu'avec l'État en face. Nous avons des étudiants quand même, enfin je veux dire, c'est très important. Et il y a eu une charte universitaire qui a été signée et heureusement plutôt adoptée. Et en ce moment, elle circule un petit peu partout. Mais c'est comme la charte qu'on a écrite, c'est comme écrire une constitution. Combien de fois, d'abord, cette constitution de 2014 dont on se vante et qui nous est chantée comme un grand succès de la démocratie, combien de fois elle a été violée par nos gouvernants depuis 2014. Je veux dire, écrire une charte, ça ne suffit pas. C'est pour ça que je pense que l'éthique, c'est d'abord de l'action. Et à l'image du comité national d'éthique médicale, qui est constitué, qui travaille sur des questions importantes, la procréation, mais on sait aussi, par exemple, que là, sur le plan éthique, le comité d'éthique national, par exemple, se plaint qu'il n'y ait plus autant de volontaires pour donner leurs organes. Je veux dire, il y a des choses qui se jouent aussi dans la société tunisienne, aujourd'hui, depuis 2011. Tu vois, donc, et nous aussi, nous devons nous occuper de ça, c'est-à-dire nous devons nous occuper aussi nous-mêmes de nos diagnostics, pas seulement de celui de Salwa Sharfi, mais des diagnostics partagés, par exemple celui du plagiat, et dont on sait que c'est un phénomène universel, évidemment. On ne va pas se flageller plus que les autres, mais que nous devons aussi, à l'intérieur de l'université, à cause du devoir qui nous incombe de produire de la connaissance, se poser des questions fondamentales sur cette question du plagiat, qui n'est pas seulement une question, qui est effectivement une question éthique, évidemment, mais une éthique, pas des sujets, de la connaissance elle-même. C'est encore plus vaste, mais c'est à nous de nous en occuper, ce qui fait que, voilà, je voudrais finir aussi comme Salwa sur une note un peu optimiste. Alors c'est vrai qu'il y a l'argent, qu'il y a la religion, qu'il y a tout ça qui nous enserre et qui se pose un peu dans tout l'exercice qu'on fait. Mais je crois que nous sommes dans une phase assez propice pour mettre un peu d'éthique, puisqu'on n'en a pas, pour mettre un peu d'éthique dans ce que nous avons, parce que je crois que même avec cette marchandisation du savoir, même avec ce poids de la religion qui essaye de prendre toute la place, etc., comme a dit Slim tout à l'heure, la démocratie est proche, en tout cas, elle est proche, il faudrait qu'on puisse la capter aussi par les points par lesquels on peut la capter. Je pense pour mon compte qu'il n'y a pas de démocratie sans éthique et sans éthique universitaire. J'y pense. Et il n'y a pas d'éthique universitaire sans démocratie. Voilà, on en est là, dans ce nœud, justement, des problèmes. Il faudra que l'on règle ces problèmes-là, et sur le plan moral, et sur le plan déontologique, parce que tout ça, ces problèmes-là, y compris dans la fonction publique, parce qu'il faut être simple dans cette affaire-là, la déontologie, et le respect des lois et des règles, que nous sommes loin, à l'intérieur de l'université, de respecter nous-mêmes et de faire respecter. Voilà, merci. Alors merci, cher Mal, pour ce discours véhément qui pointe nos manques, nos défaillances, puisqu'il faut bien faire son mea culpa, en tout cas son autocritique par rapport au régime qui est le nôtre, qui est un régime universitaire, puisque nous sommes ici dans une enceinte universitaire. Alors, pour reprendre ce que vous avez dit, vous avez soulevé 2 points très importants. Alors, tout à l'heure, vous avez dit l'université est une entreprise. Moi, j'ai un peu sursauté, parce que ça, c'est à la fois vrai et en même temps, ça fait très peur. Parce qu'on ne peut pas... cette culture du chiffre, elle est quelque part aussi un peu inquiétante. Souvent, quand on parle de l'université dans les médias, je me tourne aussi vers Salwa Sharfi, c'est des chiffres. Alors voilà, il y a Delphac, il y a 12 000 étudiants, il y a tant de profs. Oui, mais enfin, pour revenir, est-ce que ce critère quantitatif, est-ce qu'il dit les choses? Ça ne veut strictement rien dire.
Qu'est-ce qu'il y a dans 12 000 étudiants? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous voulez leur instaurer comme concours, comme passage? Je veux dire que cette enveloppe, cette gangue du chiffre, quelque part, elle étouffe le problème. Elle l'enrobe en l'étouffant et elle empêche de voir là où il faut voir, à savoir où est le lien social qui va se créer, puisqu'ensuite vous avez vous-même, au sens le plus noble du terme, puisque vous-même vous posez, et c'est le deuxième point qui moi m'a interpellé au-delà de la charte universitaire, c'est comment faire communauté? Et on rejoint la question de la fraternité. Elle est toujours au centre du problème. Comment faire communauté? Comment dépasser ce que Régis Debray cite, ce mot de tout à l'heure, on a parlé de Rousseau, le mot de Maupassant. Comment dépasser les coudoiements familiers qui font qu'on est une communauté d'un jour pour devenir communauté réellement, pour que ça fasse constitution, pour nous constituer. Et donc moi, tout à l'heure, on a parlé de la question du devoir, comment faire, comment oublier, comment pardonner. J'ai pensé aussi à ce qui s'est passé après l'apartheid, la commission Vérité et Réconciliation. Comment finalement gérer les dissensus et les contentieux du passé pour faire peuple, comme vous avez dit. Je pense que Régis Debray peut apporter son point de vue sur cette question concernant spécifiquement cette micro-sphère qu'est la sphère universitaire. On ne prétend pas qu'elle serve d'aller de modèle réduit à la société, mais quand même, il y a des rapports hiérarchiques, il y a des devoirs, il y a des droits. Enfin, il y a une citoyenneté, je dirais, universitaire pour laquelle je me sens concernée directement en tant qu'universitaire. Vous aussi, je pense, en tant que professeur universitaire étudiant, membre d'une université. Donc, est-ce que vous voulez réagir à ça, Régis Debray? Merci, Rmal. Oui, très volontiers. Je vais reprendre, puisque beaucoup a été dit, je vais reprendre